Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 93e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Pellissier-Hermite, fondatrice de la maison Soin de Soi et cofondatrice de la marque de cosmétiques Soin de Soi. Nelly a commencé à entreprendre il y a 23 ans avec son tout premier institut d'esthétique basé à Gradignan. Depuis, elle a continué d'entreprendre en créant un spa, une marque de cosmétiques 100% naturelle et bio fabriquée en France, des maisons éphémères et en reprenant récemment une école d'esthétique. Nelly est l'incarnation d'un management bienveillant et même au-delà du management, elle prône la bienveillance tout autour d'elle pour aspirer à répandre le plus largement possible une ombre de charme. Un épisode qui fait du bien avec une entrepreneure engagée qui à la fois prend son temps et a pris de l'avance sur bon nombre de sujets. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bon, c'est parti. Oui. Bonjour Nelly. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravi d'être là. En plus, on est trop bien, on est en extérieur, Ouais. Juste à côté de vos bureaux et du labo Ouais. à Gradignan. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc Nelly Pellissier-Hermite, j'ai 50 ans depuis dimanche. Oh là là, avec un léger retard, bon anniversaire Merci, alors. merci. Donc il me reste encore 50 belles années à venir, voire plus. Hein. Ouais. Il paraît que si on meurt avant 120 ans, en ce moment, enfin actuellement, c'est qu'on meurt prématurément. D'accord. Donc, ah oui, donc t'as encore il de la me marge. reste plutôt 70 ans à venir. Donc les plus belles années, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai plein de choses à apprendre aux autres et encore à apprendre pour moi. Donc j'ai 2 enfants, Emma, 19 ans, et Baptiste, 16 ans et demi. Ouais. Et je suis mariée à Grégory Verdon, que j'ai rencontré sur les bancs du lycée. Et voilà, qui lui aussi est entrepreneur, a une entreprise et est en train d'en créer une autre. Voilà. Donc on est une famille qui carbure. Vous ne vous ennuyez pas. Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Institutrice. Ok. Je voulais être institutrice et avant institutrice, je voulais être treilleuse de vaches. Ah ouais. Voilà, je voulais traire le lait des vaches parce que j'aime encore beaucoup l'odeur de la vache et de la bouse de vache. Ah oui. Ah oui, ça, c'est particulier, Oui, c'est pas juste la vache. Je crois que c'est la Tu sais première comment fois tu que l'expliques ou... Oui, C'est j'allais beaucoup. beaucoup. C'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en parler beaucoup de ça, mais j'allais à la montagne beaucoup dans les Pyrénées quand j'étais enfant. Ouais. Et dans les étables, et j'allais traire les vaches et je trouvais ça merveilleux. Et le lait n'avait pas du tout le même goût quand il sortait du pit de la vache que quand on le buvait dans nos bouteilles. J'habitais en HLM et voilà, ça n'avait pas du tout le même goût de mes bouteilles de lait dans mon appartement. Voilà, donc puis la nature, la liberté, tout ce que ça évoque, la montagne, voilà, la pureté, les gaves. L'espace. Chouette. Voilà. Voilà, je voulais être trieuse de vaches, puis institutrice parce que j'aime les enfants, vraiment, vraiment. J'aime la confiance qu'ils nous font, qu'ils peuvent ou pas nous faire à nous adultes, mais qu'ils font cette transparence. J'aime cette spontanéité, cette fraîcheur, cette audace. Voilà, et j'avais envie de leur laisser de l'espace et de les accompagner à grandir dans ce monde. Voilà, de faire des classes debout dans la nature et pas assises entre 4 murs à écouter une seule personne qui pendant 8 heures vous dit sa vérité, assise sur une chaise, à ne pas bouger, un truc que nous adultes on ne pourrait plus supporter pendant 1 an. Mais que même un jour, moi je pourrais pas. Mais non, et on leur fait subir ça. Bon, voilà. Bon, il y a plein de profs super et j'avais envie donc de
de changer les choses et d'être plus près d'eux et de les faire grandir et d'avoir cette fraîcheur au quotidien, cette naïveté, cette douceur, voilà. Ça, tu l'as gardé, toi, aujourd'hui? Je travaille à avoir mon âme d'enfant, j'y travaille. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile et plus j'ai d'entreprises et plus c'est difficile de garder cette fraîcheur et cette naïveté et voilà, cette liberté, enfin pas de liberté mais d'esprit, enfin cette légèreté. Oui, c'est une certaine liberté quand même. Légèreté, ouais. Même liberté, on dit, parce que pour le coup, l'entrepreneur, on dit qu'il est libre, il est libre. Non. Au final, il a des clients, il a des employés, il a des emprunts, donc c'est une semi-liberté. Oui, voilà. Tout est relatif. Exactement. Et voilà, et donc institutrice, et je n'ai pas été reçue à l'IUFM, qui était l'Institut universitaire des formations des maîtres, enfin un truc comme ça. Bon, bref, je passe détail. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre que ça. Et je crois que c'est le mélange de mes deux parents, comme ce que je suis actuellement. J'ai un papa qui est hôtelier, qui est un riad à Essaouira, et j'ai une maman qui était infirmière et qui prenait soin des gens. Et j'avais, je crois, envie de prendre soin des gens, mais alors plus dans la douceur. Et avant de les soigner aux maladies, j'avais envie de prendre soin d'eux pour qu'ils gardent leur âme d'enfant, qu'ils se sentent en paix et que, prendre soin d'eux dans leur santé, dans leur esprit, dans la bienveillance. Et j'avais envie d'avoir mon lieu, de les accueillir chez moi pour leur dire, allez, on s'afferme, on s'en fiche, on ferme derrière nous et là, je m'occupe rien que de vous, sans jugement et qu'avec de l'amour dans mes mains et l'intention que je mets à vous faire du bien. Voilà. Et tu dis mais c'était à quel moment que tu as ça? Parce qu'on est passé de traire les vaches à institutrice, et combien de temps plus tard tu t'es dit j'ai envie de prendre soin des gens? Alors au moment où tu as raté le concours dans ce cas-là? Ouais, voilà. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quand j'ai raté le concours à l'entrée de l'IUFM? Donc c'est quoi, 18 ans? Ouais, voilà. Mais j'avais fait une licence j'ai fait une licence de sociologie. À Bordeaux? Voilà, à Bordeaux, à la fac de Bordeaux, place de la Victoire. Donc, après ma licence de sociologie, je rate mon concours à l'IUFM. Et là, je me dis, je vais prendre soin des gens. Qu'est-ce que je fais? Non, pas dans le sang, pas infirmière. Je voulais être puéricultrice. Alors, j'avais pensé à puéricultrice. Mais pareil, il fallait que je fasse infirmière plus 2 ans de puériculture. Donc, ça faisait 5 ans d'études. Et toujours dans le sang et les enfants. Et non, et dans l'hôpital. Et là, ça ne m'allait pas. Et donc, je prendre soin alors des adultes. Alors, j'ai tout ce que je voulais pas, je l'ai fait. Et je me suis dit, comment je peux reprendre soin d'eux sans qu'ils soient dans l'agressivité. Voilà, j'ai tout fait pour ne pas vivre des moments de conflit parce que je suis pas une fille de conflit. Et voilà, c'était ça. J'ai fait finalement un CAP esthétique. C'était un peu difficile de revenir en arrière à l'époque parce qu'il fallait faire toujours des bacs plus. Et je me suis dit, mais non, mais moi, ce que je veux, c'est masser les gens, m'en occuper, leur mettre la main dessus. C'est un CAP esthétique, allez, on y va. Donc, sur 1 an, j'ai fait une formation merveilleuse avec une directrice d'école qui était extraordinaire. Et j'ai kiffé cette année-là, où on passe la moitié du temps à se faire bichonner, l'autre moitié à bichonner les autres. C'était dans le centre-ville de Bordeaux, c'était chez Madame Bougnol. Et après, j'ai fait quelques stages, mais je me suis très vite... Enfin, je savais que je voulais avoir mon propre lieu pour faire comme moi je voulais. Parce que ce que tu voyais te convenait pas? Voilà. J'ai appris chez les autres ce que je voulais ne pas faire. Parce que ça, non. Ça, c'est très bien. Je sais que c'est pas comme ça. Mais personne fait comme j'aimerais que ce soit fait. Enfin, avec l'intention vraiment. Et je crois que c'est aussi l'intention d'enfant. On dit qu'on veut faire du bien, mais pourquoi on n'est pas bien? Alors pourquoi, quand la dame s'en va, ou le monsieur, on dit du mal d'eux alors qu'on a passé 1 heure à leur faire du bien? Enfin, ils n'étaient pas alignés, les gens. L'hypocrisie. Ah là là, c'était pas possible. Et voilà. Donc, c'était très... Enfin, je savais ce que je voulais. C'était une évidence pour moi. Et voilà. Et je me suis éclatée et réalisée quand j'ai eu mon lieu et que j'ai fait enfin ce que je pensais comme je le voulais, comme je le pensais. Alors ça a été merveilleux. Et alors, tu as eu combien d'expériences? Est-ce que c'est dès la première expérience? Est-ce que c'est dès le premier jour où tu passes un stage et tu te dis... là, j'aime pas en fait ce qui se passe, ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard?
Ou est-ce que même avant même ton premier stage, tu avais déjà envie de... Avant même ton premier stage je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre ? Ok. Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Je crois qu'en fait, on s'est trompé d'aiguillage. On m'a emmenée sur Terre, mais je ne suis pas de cette planète. Ok. Quand tu dis toujours, vraiment même enfant... Même enfant. J'ai toujours été décalée. Enfin, dans ce cas-là, à l'école, décalée comment ? C'était difficile à l'école, ouais. Difficile avec les gens, difficile... J'étais bien que dans la nature, tu vois. C'était très agressif, le monde extérieur. Okay. Donc, j'avais envie ou de rester avec des enfants ou de créer mon monde doux, où on ferme la porte et le klaxon, l'autre qui râle pour je comprends pas, pourquoi tu cries, qu'est-ce qui se passe ? Je me disais, mais ils s'en foutent tous, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais ils n'ont pas compris qu'on est tous ensemble et pourquoi ? Mais pourquoi ? Ah ouais. Donc, du coup, ça a été très dur tout le temps. L'école, les notes, voilà, la lecture, la musique m'ont beaucoup aidé. Ok. Tu as fait de la musique, ouais. Alors, j'en ai pas fait. D'accord, mais c'est le fait j'avais une famille de musiciens et de chanteurs, mais j'étais très bloquée dans tout. J'arrivais pas, moi, à le sortir. Donc, ma grand-mère était chanteuse à l'opéra, ma tante était pianiste et l'accompagnait au Grand Théâtre. Enfin, on était prof de piano au conservatoire. Tout le monde jouait du piano et chantait. Maintenant, je chante. Je prends des cours de chant et ça me fait un bien de dingue. Mais dès que je chantais, je pleurais. Dès que je faisais de la musique, je pleurais. Okay. C'était trop puissant encore. J'arrivais pas à gérer cette émotivité, cette émotion, tout ce truc que j'avais emmagasiné tout le temps et que j'arrivais pas à le sortir. Ok. Et pardon. Vas-y. Oui, non. Et donc dans ce cas, ça me fait penser, profil HPI forcément, voilà. Est-ce que ça, à l'époque, on en a pas. Enfin, à l'époque, je me permets. Parce que tu as dit, tu venais d'avoir 50 ans. On en parle sûrement moins qu'aujourd'hui. Enfin, même moi, quand j'étais petit, on en parlait moins. Ça n'a pas du tout fait partie. À aucun moment, c'est venu dans l'équation. À aucun moment. Okay. Et j'étais très lente, très laborieuse. Et je dis encore que je suis très laborieuse. Et j'aime ça, l'être. J'ai besoin de prendre tous les paramètres de ce qu'il y a autour de moi. Ouais. Enfin, voilà, avant de faire quelque chose. Je suis très lente et peut-être que mon entreprise, elle reste artisanale parce que je peux pas lever des fonds, ça va trop vite. C'est pas... Non, j'ai besoin de sentir, de voir, de connaître les gens qui m'entourent, de prendre soin d'eux avant de passer à l'étape 2, quoi. C'est pas possible. C'est peut-être plus sain aussi, mais... pour moi. Oui. Enfin, oui, c'est ce que je pense profondément, mais il y en a plein qui pensent pas ça. Et je respecte tout à fait. Voilà, c'est différent. Parce que je le dis régulièrement que je suis pas très fan des levées de fonds, même si j'ai des amis qui lèvent des fonds. Je leur dis, tu veux pas d'abord gagner vraiment de l'argent et être sûr que que ça marche, soit rentable, ça fonctionne, et après tu lèves des fonds si besoin, mais d'abord... Et peut-être. Mais pareil, moi j'ai besoin de gagner mes sous, de voir ce que j'ai gagné, de réinvestir ce que j'ai gagné, de grandir comme ça et de grossir, pas trop, je grossis beaucoup en ce moment physiquement, mais de grandir comme ça pour bien maîtriser tout, tu vois, et comme j'ai besoin de tout, pas maîtriser, c'est peut-être de tout sentir, de tout palper, de tout intégrer pour mieux le gérer. Que rien ne t'échappe, quoi, au final. Oui, c'est bon, c'est tout maîtriser, mais Voilà. Ouais. Et alors, tu disais donc tu fais tes stages et tu as cette envie d'entreprendre, de lancer ton propre business, j'ai envie de dire. Comment ça se passe ? Et est-ce que là aussi, tu as des modèles ou tu as des personnes qui t'inspirent potentiellement ou non ? Tu y vas et... Non, j'y vais, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai. Mes modèles, c'est tout ce que je me suis fait dans ma tête pendant toutes ces années d'enfance. J'ai quand même une famille d'entrepreneurs. Sur le moment, je ne me rends pas compte que j'ai des modèles, mais en fait, je suis entourée de modèles. Ouais. J'ai un papa j'ai des grands-parents. J'ai mon grand-père et ma grand-mère paternelle qui sont, on va dire, bourgeois bordelais, mais qui, dans les années 50, plaquent tout et vont habiter dans l'Atlas à Bin El Ouidan au Maroc. Ma grand-mère et mon grand-père ont 4 enfants. Et mon grand-père construit le barrage de Bin El Ouidan dans l'Atlas. D'accord.
Donc, dans les années 50, ma grand-mère, qui est chanteuse au Grand Théâtre, part avec ses 4 enfants au milieu de l'Atlas, sans eau, sans électricité, sans rien, vivre dans une maison en torchis, enfin en terre, c'est pas en torchis, mais en terre. Ouais. Là, maintenant, j'y repense, je me dis waouh. Et après, ils vont faire l'aéroport d'Essaouira et ils achètent un riad à Essaouira où mon papa, le 5e enfant de la famille, naît dans cette maison qui, plus tard, le transforme en riad et actuellement est un riad dans lequel il reçoit des gens. Qui après, il a monté, il a 24 chambres dans cet hôtel. Okay. Et voilà, donc j'ai vu faire ça, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu que j'ai un peu de sang marocain entre guillemets où personne n'apprend l'anglais, va à l'école et a fait une école de menuiserie, de carreleur, mais tout le monde sait tout faire et fait et croit en, enfin. Et il va quoi. Et ça y va, on y va, on va faire, on regarde, on observe, on fait. Inch'Allah, ça va bien se passer et ça se passe bien. Oh ben non, c'est pas passé, mais on va réessayer de l'autre côté, ça passe. Bon, ben on y va alors. Voilà, donc j'ai un peu ça, je crois. Ouais. Et puis voilà, prendre soin des gens. Ouais. Nous, on est tactile, on masse, on est une famille très empathique, de sauveurs. Alors, dans le triangle de Karman, c'est pas terrible, mais bon, je crois qu'on est foutus. Il faut apprendre à sauver aussi soi-même, faire attention à soi. On peut sauver les autres si on fait suffisamment attention à soi. Voilà, donc en travaillant, on essaie de se sauver soi-même pour mieux sauver les autres. Et voilà, donc, et mon mari est entrepreneur. Il était déjà à ce moment-là. Il était déjà, et son papa aussi avait une entreprise. Ouais. Lui, il m'a bien boosté aussi quand dans le couple, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi oui, ça a l'air facile. Quand tu le dis comme ça, on y va. Et à deux, c'est toujours mieux. Effectivement. Donc voilà, quand on est épaulé, entouré d'une famille qui croit en toi aussi, c'est chouette. Ouais, c'est chouette, ça donne des ailes en fait. Complètement. Voilà, j'étais entourée de personnes bienveillantes qui m'ont poussée, qui croyaient en moi. Donc ça s'est fait comme ça. Cool. Donc mes modèles étaient les gens qui m'entouraient. Ouais, complètement. Et donc tu te lances avec quoi en tête? L'idée de faire quoi? De m'occuper. L'idée de changer le monde. Ok. Mais à la façon de Pierre Rabhi et du Colibri, je vais faire ma part. Alors on est en extérieur et il y a une petite... C'est une abeille ou une guêpe? C'est une abeille? Je crois que c'est une abeille. Une abeille qui est sur mon pied, qui me trouve à son goût. Exactement. Et donc tu parlais de Pierre Rabhi, changer le monde à la manière de Pierre Rabhi. Changer le monde. Donc j'avais envie de prendre soin, de répandre une onde de charme. En fait, ça part vraiment de là. Je me disais que si je fais du bien à une personne, cette personne rentrant chez elle, elle ferait du bien. Si monsieur est étendu, a priori, il ne va pas klaxonner au feu rouge sur la personne qui n'avance pas devant. Et quand il rentrera à la maison, il aura la patience de faire les devoirs à ses enfants et d'être disponible pour les gens qui l'entourent. Et cette famille passera un bon moment. Un bon moment. Ouais. Un bon moment. Et du coup, les enfants seront mieux avec les élèves qui les entourent le matin. Et voilà. En prenant soin d'une personne, tu prends soin de plein d'autres personnes. De plein d'autres personnes. Et d'essayer de répandre cette onde de charme. Et je connais... sans le savoir, je savais la puissance de l'intention, de la main posée, du non-jugement, de t'arrives comme tu es. Et c'est merveilleux. Et j'ai commencé toute seule dans un petit institut de quartier et c'était un kiff intégral. J'ai kiffé ces années-là et être proche des gens qui racontent leur vie, qui se livrent, alors qui se mettent à nu parce que c'est un métier. J'ai commencé esthéticienne dans un petit institut de quartier il y a 23 ans. Ouais. Et c'était merveilleux de fermer. Les gens se mettent à nu, vraiment physiquement. Alors on va dire un sous-vêtement jetable, mais se mettent à nu, sont là, avec leur complexe ou pas, mais moi, mes yeux qui voyaient que leur âme. Et c'était merveilleux, ces moments que l'on vivait. Et j'ai grandi avec ça, et comme toi, tu fais tes podcasts et tu entends les histoires des gens, je voyais ces gens avec ces tranches de vie. Alors moi, ils revenaient régulièrement.
Et je voyais leur vie évoluer, leurs soucis, leurs joies, leur gaieté, leurs difficultés, mensuellement ou trimestriellement ou annuellement. Et je voyais leur vie changer, les difficultés, comment ils s'en sortaient, comment ils avaient rebondi, comment ils vivaient ça. Ça peut arriver, les enfants, les naissances. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup accompagnée et aidée dans ma propre vie. J'ai appris beaucoup de ces échanges-là. Et donc, mon but, c'était de les accompagner avec la meilleure des bienveillances, qu'ils arrivent chez moi, dans mon petit institut de beauté. On fermait la porte et je m'occupais d'eux et j'étais tout à eux, je les écoutais vraiment, leur âme, ce qu'ils étaient. C'était merveilleux et je les écoutais évidemment avec mes oreilles, avec mes yeux et avec mes mains. Parce que quand on pose la main sur quelqu'un, quand on l'enlace, on sent plein de choses. Donc c'était très bien. Là, je faisais vivre tout ce dont j'avais besoin et je touchais, je sentais, je vivais vraiment intensément chaque chose. Et donc tu as commencé toute seule ? Oui. Pendant combien de temps tu es restée toute seule ? Pas très longtemps parce que je n'aime pas être seule. Donc j'avais les clients qui passaient, mais très vite j'ai eu envie de transmettre, de faire grandir et de vivre ça avec quelqu'un d'autre. Et donc j'ai d'abord eu une première apprentie que j'ai formée, qui elle-même, quand elle a été formée, est devenue ma première salariée, puis une deuxième apprentie qui est devenue ma deuxième salariée, puis une troisième apprentie. Et voilà, ça a grossi comme ça. Donc je recrutais des gens avec qui j'avais un feeling et qui correspondaient, et on travaillait en binôme, en trinôme, et voilà, ça grossissait comme ça. Et j'ai travaillé 7 ans dans un petit institut, place de l'Église. À Gradignan. Et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai repris l'institut d'une dame qui était merveilleuse, qui était là depuis 30 ans. Donc il y avait une clientèle certaine et qui s'appelait Sylvie, qui ressemblait un peu à Dalida, tu vois, cette chevelure, j'adorais. Elle était merveilleuse, Sylvie. Et elle m'a transmis son entreprise sur 6 mois. Et je lui ai repris, c'était comme ça, on avait signé, entre guillemets, c'était notre accord. Elle me présentait ses clientes, m'expliquait comment ça fonctionnait. Et puis j'ai racheté au bout de 6 mois son entreprise. Et puis voilà, ça s'est fait tout en douceur, dans la bienveillance. Puis après, elle a pu partir. Elle est en Dordogne actuellement. Ça fait 23 ans maintenant. Et puis voilà, j'ai été 7 ans dans cet institut de quartier de 50 mètres carrés, place de l'Église à Gradignan. Et puis d'un mauvais coup, parce que la vie est faite plein de mauvais coups, j'avais un super propriétaire qui m'a mise à la porte. Et il a fallu que je me reloge. Et là, à l'époque, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et grâce à mon mari encore, il me dit, écoute, on m'avait fait visiter une maison, mais qui me semblait complètement inappropriée. C'était une maison de 300 mètres carrés en pierre, avec un étage. Je visite la maison, elle a des lits, la table de salle à manger, la toile cirée dessus, le sanglier au-dessus de la cheminée. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible. Moi, j'ai un institut de beauté, c'est tout petit, 50 mètres carrés. Mon mari me dit, mais si tu vois là, on fait l'institut, là on loue l'étage, on fait des appartements, et puis là le loyer va rembourser l'emprunt. Ah oui, si tu le dis, on fait une SCI. Oh oui, d'accord, si tu le dis, on fait ça. Et voilà, c'est ça je me suis lancée à racheter cette maison. Et la maison a fait, en fait, c'était un institut, c'est devenu un spa, mais à l'époque, c'était en 2005-2006. Les spas n'existaient pas encore, ou c'était des spas hôteliers. Spa, c'est un lieu dédié au bien-être, mais alors un peu plus grand. Alors aujourd'hui, on sait un peu plus ce que c'est, mais des cabines sont plus spacieuses, la lumière est tamisée, il y a quelqu'un à l'accueil qui décroche, parce qu'à l'époque, j'ai pilé quelqu'un, on va dire, et puis, excusez-moi, le téléphone sonne, oui, bon, madame, tu vas répondre. Là, on peut pas, on se passe, vous, ma service gauche, excusez-moi, je vais prendre mon téléphone, je reviens. Donc là, il fallait changer toute la prise en charge client, voilà, la prise en charge, les fournisseurs, les produits que j'utilisais, les jeunes filles que j'embauchais, il fallait que je les forme à une nouvelle approche qui était plus nous on apprenait le CAP esthétique, donc c'est très scolaire, esthétique, maquillage, ongles. Là on passait dans le soin,
Voilà, donc ça faisait 200 mètres carrés, il y avait des cabines doubles, une zone d'eau, des douches, voilà, une terrasse, un jardin. Grand changement, quoi. Voilà, c'était un grand changement de plein de choses et c'était chouette, c'était un gros virage et que j'ai beaucoup aimé. Et pareil, là, j'ai grandi et j'ai appris sur le tas, en apprenant aussi aux autres, en transmettant. Je ne l'ai pas vraiment appris, mais je l'avais en moi, je savais ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. Ouais. Voilà. Et est-ce que, justement, au début, parce que comme tu as envie de faire différemment que ce que tu as vu, est-ce que, comment dire, la clientèle a suivi? Enfin, j'imagine que oui, mais comment c'était accueilli? Est-ce que tu l'as senti ou est-ce que dans le bouche à oreille, enfin, qu'est-ce qu'on disait de cet institut qui était peut-être un peu différent des autres? Alors, on disait, oh là là, c'est trop grand, je vais pas y aller, ça m'impressionne. Ouais. Ah, elle a changé, Nelly, maintenant, elle se la raconte. Je crois avoir entendu ça, mais j'ai jamais trop écouté ce que les gens me disaient. J'étais bien assez occupée à faire. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des dames ou des messieurs que j'ai recroisés. J'ai jamais osé parce que là, avant, c'était un petit institut, une porte vitrée comme un commerce. Et après, j'ai acheté cette maison. Et cette maison, c'est une grande bâtisse en pierre avec une porte en bois cochère qu'il faut pousser. On ne voit pas derrière. Donc ça impressionne puis c'est plus du tout, ça change tout. Bah ouais. Ça change ça moins ce côté intimiste un peu gens, que tu avais avant. Et puis c'est une maison en pierre à l'époque, maison en pierre, enfin vraiment. C'était différent, mais comme j'avais bâti une telle relation avec les gens que la plupart évidemment m'ont suivi. Et ceux qui étaient impressionnés, des fois j'allais les repêcher, je les croisais puisque j'habitais aussi dans la ville dans laquelle j'avais mon activité. Ah Nelly, allez venez, on y va ensemble et on passait la porte ensemble. Allez venez, allez, je m'occupe de vous. Et voilà, on a passé la porte ensemble et c'était chouette aussi parce que je restais la même et qu'ils le voyaient, que ça continuait, c'était juste la maison qui changeait. Et voilà, ça a changé un peu. Mais moi aussi, j'ai changé à cette période-là, malgré tout, parce que j'avais plus de pression. L'emprunt de la maison, les travaux, plus de monde aussi, plus de monde, la tête bien plus prise. Voilà, et petit à petit, ça a grossi comme ça. Et je changeais sans le vouloir avec l'activité. Et voilà. Et quand tu dis t'as changé quoi? Ta façon de fonctionner, ta façon de voir les choses, de travailler, de gérer les équipes? Ma tête était moins disponible, je pense. J'étais moins dans mes mains et plus dans ma tête, à penser à tout ce qu'il y a à penser quand tu as une boîte qui grossit, des enfants qui sont arrivés. Maman, pas chef de famille, mais oui, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Et à chaque fois aussi, en tant que femme entrepreneur, je m'étais dès le départ, quand j'ai créé mon institut de beauté, j'ai embauché aussi parce que je savais que ma priorité était mes enfants. Seraient un jour mes enfants. Donc il fallait que j'embauche. Et dans mon modèle de transmission avec mes salariés, on va dire, ou les personnes qui m'accompagnaient, j'ai à chaque fois embauché en me disant que j'avais confiance totale et aveugle avec les personnes avec qui je travaillais. Donc tout le monde avait la clé, tout le monde avait la caisse, tout le monde faisait la remise en banque, tout le monde était autonome et était formé pour un jour créer peut-être sa boîte, mais en tout cas, quand je ne serais pas là, puisse gérer et me voyait faire. Et ça coulait de source et tout le monde avait la clé du business. Donc, et c'était aussi ma survie parce que moi, mon impératif, c'était avoir mes mercredis, mes samedis, dimanches et toutes mes vacances scolaires pour être avec mes gosses. Donc, il fallait que je trouve des solutions. Donc, du coup, j'ai toujours formé les gens pour qu'ils soient complètement autonomes de A à Z. Donc, ça demandait beaucoup de temps d'implication, de confiance, d'intégration, de tout. Mais j'ai kiffé faire ça, vraiment. J'ai beaucoup aimé faire grandir les gens, transmettre et leur montrer ma confiance comme je montrais la confiance aux gens dont je m'occupais en cabine. Et les clients le sentaient quand ils arrivaient. C'était plein de personnes, mais une seule façon de faire et de recevoir et d'accueillir et d'être pris en charge. Et c'est ce qui a fait, je pense, la notoriété de Soin de Soi. C'était cette même... malgré toutes les personnes qu'il y avait, c'était toujours le même modèle et la même façon de faire. Ouais, complètement. En 2006, je crois qu'il y a une cliente qui te pose une question sur les produits. Attends, je me debout. Merci. Non, mais c'est mon métier, tu vois.
Effectivement. Alors, pourquoi je raconte? Parce que je suis en t-shirt chemise et j'ai le soleil maintenant, parce que on n'est plus à l'ombre, on va le redevenir un petit peu après. Mais c'est gentil de vouloir m'aider à enlever ma chemise, je vais m'en sortir. Je tiens la manche là. Ouais. Regarde. Oui, non, mais si, mais j'ai pas le bras assez long. Si, tu vas voir, on va y arriver. Non, c'est bon, je vais m'en sortir. À deux, c'est toujours mieux. Attends. Et en 2006, j'ai une cliente qui me dit Merci en tout cas. Je suis allergique à cette crème. Ouais. Je voudrais, il faudrait que vous me donniez, Nelly, les ingrédients qui composent cette crème. Et là, je lui dis, on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Non, la dermato me dit que pour tous les tests, il faut que ce soit le dossier du labo pour savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les composants. Ah bon? Il faut écrire au labo. Bon, me voilà écrire au labo en question. Et puis, effectivement, quelques jours après, je reçois le dossier du produit. Et donc, le labo était où à ce moment-là? C'est un labo, mais c'est pas mes crèmes à moi, c'est des crèmes de notre fournisseur. Il était à Paris. Ok. Et donc, je reçois, c'est des crèmes de cosmétiques esthétiques, de marques conventionnelles. Et je reçois ce dossier que je regarde et là je prends peur, je vois qu'il fait plein de pages dans une grosse enveloppe en craft, très épais, je lis et je me dis punaise, mais c'est quoi ces noms de composants, d'ingrédients mais que je connais pas. Alors il y avait des chiffres, des lettres, des noms, voilà, je n'ai pas retenu. Plusieurs pages comme ça, je me dis mais la honte, je vais jamais pouvoir donner à ma cliente ce dossier parce que si elle est allergique effectivement à quelque chose et que tu lui donnes un dossier avec plein d'ingrédients où tu sais pas ce que c'est. Oui, c'est chaud. Ouais. Et donc elle arrive, elle vient récupérer son dossier, elle est toute contente, elle repart. Je l'ai perdue, je ne la reverrai plus jamais. Mais non, elle revient quelques jours après ses tests. Elle dit écoutez Nelly, je suis allergique à cet ingrédient et il faudrait qu'on revoie dans toutes les crèmes dans lesquelles il n'y est pas. Donc on ouvre toutes les crèmes et on trouve celle qui lui correspond et elle prend la crème qui lui correspond, qui ne contient pas ce composant. Et là, je me dis quand même, c'est chaud. C'est chaud, mais je continue. Et là, je me dis quand même, le cerveau, c'est laborieux, c'est long pour se dire, attends, on sait que c'est de la merde, on sait qu'on n'y comprend rien, mais on continue, on y va. Ouais. Donc, tu as continué combien de temps Alors, 2006, je pense que j'ai encore continué 6 ans comme ça. Et avec quand même, je fais entre-temps des fausses couches. Ok. Bon, on met la fausse couche, tu surfes sur le doute. Tu es fatigué, tu es toujours debout. Quand on fait des fausses couches, on ne sait pas forcément, c'est comme ça, mais bon, voilà. Après, plus tard, tu vois que les produits cosmétiques que tu utilises quotidiennement avoir un impact, sont bourrés de perturbateurs endocriniens et ont un impact sur ça. Tu vois que tes collègues en font aussi. Et puis, un jour, Laurie, qui fait partie encore de l'équipe, avant ça, il y a le parabène qui arrive et on lui dit « Oh là là, mince, on a mis ce conservateur, le parabène. Ah, mais c'est cancérigène, on va l'enlever parce qu'excusez-nous, ça donne le cancer. On va le remplacer par autre chose. » En fait, il le remplace par un autre conservateur qui est tout aussi délétère, qui retireront plus tard aussi parce que, excusez-nous, là aussi, c'est là, embêtant. Et donc, Laurie me dit « Nelly, ce conservateur, moi, il me donne des allergies. Je ne peux absolument pas travailler avec nos cosmétiques conventionnels qu'on utilise dans notre institut, dans notre spa. Et donc, on travaille tout avec des gants pour ne pas toucher les produits qu'on utilise sur les clients. » Et là, je me dis, là, il y a quand même un mal donne. Il y a un problème. On met la lumière tamisée, la table est chauffée, on fait des soins, on met l'intention dans nos mains, on fait tout pour que les gens soient bien, mais on leur implique tous les jours un peu de produits nocifs sur leur corps. Bon, alors eux, c'est terrible, mais mes salariés qui le touchent quotidiennement chaque heure et qui en utilisent plein tous les jours, ont les ongles qui tombent, les mains qui se fissurent, et on est obligé de travailler avec les gants. Là, c'est chaud. Donc là, enfin, ça montre au cerveau. Je disais que j'étais laborieuse, donc ça a mis quand même un certain temps. Et je me dis, c'est plus possible, on arrête. Et là, je cherche un laboratoire cosmétique qui fait des cosmétiques 100% naturels et bio, sans ces conservateurs délétères, sans cet aluminium ou autre. Enfin, voilà. Et je ne trouve pas. Je vois des produits biologiques, oui, certes, bio, mais 13% de bio
mais toujours avec les conservateurs délétères ou avec d'autres composants qui ne me conviennent pas du tout. Je dis non, je voudrais un produit 100% naturel, qu'avec tout ce qui est à l'intérieur est bon pour nous. Bon pour nous, mais bon aussi pour la nature. Parce que quand on fait un gommage et que c'est avec des microbilles de plastique, c'est pas terrible pour la nature quand ça passe dans le lavabo, dans l'eau et que ça va dans la mer, que le poisson le mange, que tu le remanges. Enfin bon, il y a un moment, faut arrêter tout ça, c'est pas possible. Et des produits bio, mais dans des contenants plastiques, donc ça transfère, ça va pas. Le plastique, qu'est-ce qu'on en fait? D'où ça vient? Comment c'est fait? Enfin, donc je dis bon, c'est pas possible, il faut trouver. Et donc je rencontre Violaine, qui a un commerce juste à côté de chez moi, qui est ingénieur chimiste, qui a travaillé pour des grands laboratoires aux États-Unis, qui en est revenu et qui a fini par être sophrologue et vendre des produits complètement naturels et qui a sa petite boutique derrière. Et je lui dis, écoute, Violaine, est-ce que tu pourrais pas me faire un cocktail d'huile végétale complètement bio, naturel, qu'avec des huiles végétales pour qu'on les utilise pour nos massages. Parce que les filles ne peuvent plus toucher nos produits. Et au départ, ça a commencé comme ça, sans le savoir. On a fait ce petit cocktail d'huile végétale de façon à ce qu'il glisse pendant 1 heure de massage, mais qu'il ne soit pas trop grave pour que la personne puisse se rhabiller facilement après. Bon. Et donc, et là, les filles ont enlevé les gants, ont les mains qui se sont soignées, les clients se sentaient bien. Et les filles disaient, mais nous, on ne veut plus retoucher les produits cosmétiques qui nous rendent malades. Nelly, il faudrait faire un gommage maintenant. Bon, alors, Violaine, comment on pourrait faire un gommage? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On regardait, on réfléchissait, on regarde. Et là, on a fait pour la cabine nos produits cosmétiques dans notre propre cuisine pour les utiliser en cabine. Et les gens adoraient, aimaient les odeurs, aimaient les textures. Les filles ne voulaient plus vendre les produits qu'elles savaient nocifs pour les gens. Et là, on a il y a quelque chose à faire. On peut plus vendre nos produits. Bon, ok. Il va falloir maintenant donc les certifier pour pouvoir les vendre, ceux qu'on utilise en cabine. Et on voyait que ça marchait parce que 6 mois, 1 an après, les gens allaient bien, les filles n'étaient plus malades. On a Céline qui tombe enceinte, qui fait plus de fausses couches, et Sacha maintenant à 6 ans. Ou plus maintenant, Sacha même. Donc là, on se dit waouh. Et on percute de plein de trucs. Les pièces tombent. Et c'est génial parce que les filles, elles savent qu'on le fait pour elles. Les clients savent qu'on le fait pour eux. Et il y a un cercle vertueux qui s'installe, qui est d'une puissance et d'une force qui est énorme. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc petit à petit, on s'est renseigné. Là, à l'époque, Marion qui est que j'embauche en alternance, qui a 19 ans, qui fait comme marketing, qui arrive je pense qu'elle arrive en 2011, septembre 2011, en alternance en début d'année. Elle arrive et pour être à la com, au marketing, parce que là, je vois qu'il y a tous les réseaux sociaux qui s'affolent. Moi, je ne peux pas être au RH, à l'embauche, au recrutement, enfin, à la formation, aux clients. Enfin, je ne peux pas. Il me faut quelqu'un pour faire tout ça. Marion arrive, m'aide. Et Marion, elle, c'est la com, le marketing. Et je trouve en Marion mon alter ego. C'est-à-dire que Marion arrive à 19 ans, elle finit les phrases que je commence, elle fait ce que je... Je lui dis, mais merveilleux, elle a une énergie, elle pense comme moi. Je lui dis, mais ça existe, qu'est-ce qui se passe? Et on prend un pied dingue à travailler ensemble. Génial. Et elle fait sa licence, son master. Et là, je ne veux pas qu'elle parte. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va rester dans un spa de quartier avec un master en com et marketing? Il faut que je trouve un truc à faire et la marque s'impose à nous. Et on se dit, on va créer notre marque de cosmétiques. Et elle, comme elle arrive d'Auvergne, du Cantal, elle aime l'artisanat, les choses bien faites, les vaches et ce qui arrive du terroir. On se retrouve... C'est ça votre team building, vous allez traire des vaches en fait. On va traire des vaches et sentir la bouse de vache. Mais moi qui fais de la médecine ayurvédique, les moksas sont faits en bouse de vache. Et donc, on revient à la bouse de vache et on peut faire des soins à la bouse de vache. C'est pas encore sorti, mais peut-être qu'on va y arriver. La boucle sera bouclée. Exactement. Et voilà, avec Marion, Violaine et moi, on crée la marque de cosmétiques. Soin de soi, 100% naturel et bio, parce qu'on se dit, attendez, comment ça, il n'y a rien qui explique, qui existe. Mais bon, on va le faire. Voilà. Et donc, alors là,
s'ensuit une aventure. On est complètement folles. Je pense qu'on est les seules filles qui ont un spa dans une petite bourgade de Bordeaux et qui se mettent à avoir notre propre laboratoire pour créer nos propres cosmétiques dans notre cuisine, 100% naturel et bio. Donc là, il faut faire des patch tests, des tests, des DIP, des dossiers réglementaires et enfin il s'en suit plein de choses. Alors là, Violaine est calée dessus, le marketing, la com, c'est Marion et moi j'ai tout ce qui est crème, développement, texture, gamme, clientèle, recrutement, formation, bon bref, et on crée comme ça avec le complément de nos compétences cette boîte qui va très très vite se développer, déjà par nos fidèles clients, puis les filles qui portent la marque et qui en parlent et puis voilà, et puis après on communique beaucoup dessus, les réseaux sociaux ont fait la suite, Instagram nous a repérés, on a été appelés par Instagram, on a fait le salon des instapreneurs avec les entrepreneurs qui développaient leur business via Instagram. Donc on est au carreau du temple avec Guillaume du Slip français, Louis Etu, Camille et d'autres personnes qui développent leur entreprise via les réseaux. On se retrouve, c'est génial, le Graal chez Instagram avec l'équipe. Enfin, c'est des chouettes moments. On est élu meilleur spa de France. On a au sein de notre spa les meilleures mains de France parce qu'on fait je fais faire des concours aux filles qui sont merveilleuses, qui s'en rendent pas compte. Je leur dis, mais vous allez voir, si vous faites des concours, vous serez élus. Ça va. Pour les clients, c'est chouette, mais pour vous, pour l'équipe, c'est très riche. On s'en fiche, c'est vrai, mais vous allez voir parce qu'avec Marion, on avait fait le concours de meilleur chef d'entreprise de Nouvelle-Aquitaine où on avait été élus. Nous, on s'en fiche, mais les gens, ils sont très contents pour nous. Vous allez voir, ça fait du bonheur autour de nous. Alors, écoutez, c'est chouette. Donc, on continue, voilà, et on passe de super années. Et ça nous porte. Et puis, les cosmétiques, on développe la marque. Et c'est là où on développe et on part de notre... Alors, on a l'impression de changer tous les codes, de revenir au bon sens. On se dit, écoute, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut, alors, une crème, quand tu l'as dans ta salle de bain, déjà, si elle dure 6 mois, c'est pas mal. On va dire 1 an. Il faut que ça dure 1 an. Parce qu'en fait, avant, ça durait des années. Vu les conservateurs qu'il y avait dessus, j'ai retrouvé il y a quelques mois une dose d'essai d'une marque conventionnelle derrière un tiroir qui avait glissé. Elle sentait toujours aussi bon. Elle n'avait pas bougé. Je crois que ça fait 10 ans qu'elle est derrière et qui était glissée parce que je démontais tout, on refaisait. Et j'ai dit, voyons, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, elle est nickel. On peut encore l'utiliser, tout va bien. Alors avant, c'était... Avant, on est... Oui. Maintenant, on en prend conscience. Mais avant, on était hyper contents. C'est un produit qui tenait. Et c'était... Avant, on achetait... On a des... Enfin, je pense qu'il y a des gens encore qui l'ont, mais qui ont plein de crèmes dans leur salle de bain. J'achète cette crème. J'aime bien celle-là, mais on ne le finit jamais. On a les doses d'essai qu'on réutilise, qu'on réouvre et ça fonctionne. Qu'on jette à la fin, mais qu'on n'a pas ouvert. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Et donc, voilà, on a fait notre propre marque de cosmétiques. Il a fallu qu'on réinvente tous les protocoles. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une marque de cosmétiques, elle te forme à leurs propres soins. Tu as les produits, tu as les poches, tu as les doses d'essai. Et les clients sont habitués à ça. Ils repartent avec leurs produits dans une poche, dans un sac, on dit un sac ici, les poches, dans un sac. Ils veulent quelques doses d'essai qu'ils n'utiliseront pas, mais ça fait cadeau, ils sont contents. Les prospectus qui vont avec, qui expliquent comment l'utiliser. Enfin bon. Donc nous, on ne veut pas tout ça, on ne va pas faire des doses d'essai. Tu l'aimes, on vous l'a fait essayer, elle est bien, il n'y a que du bon. Moi, je connais, c'est mon expertise, je sais que c'est bon pour vous et ce qu'on a mis dedans, c'est bien. Faites-nous confiance, mais ils ne comprennent pas qu'ils n'ont rien. Bon, bref, on réapprend, on éduque les gens. Je veux dire, tu as aussi beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Quoi. Et puis les odeurs. Les odeurs d'avance, ce sont des fragrances synthétiques. La rose ne sent pas la rose, mais c'est la vraie odeur qu'ils pensent être de la rose. Du lilas, du jasmin et de tout. Alors que la vraie odeur, c'est pas celle-là. Ah oui, mais ça pue. Mais non, c'est la vraie odeur. L'autre, c'est une fausse. C'est une fragrance synthétique. Donc, on réhabitue les nez. Les gens viennent, oui, non, mais c'est trop fort. Oui, mais c'est trop fort. Mais l'autre, c'est un conservateur chimique. Ça va te donner un cancer un jour. Mais tu préfères ça plutôt qu'une odeur de la vraie fleur.
Donc il y a toute cette éducation à refaire, mais c'est génial, on prend beaucoup de plaisir et on voit les gens. Alors, vu qu'on avait initié les gens en cabine, ça a quand même beaucoup suivi et c'était génial. Et ce qu'il y a de top, c'est qu'on leur demande de ramener les contenants en verre, puisque nos crèmes sont dans des contenants en verre qu'on achète en Europe, avec des pompes en plastique qu'on recycle, qu'on récupère, on envoie à Terrassic qui eux-mêmes refont des objets en plastique avec nos pompes. Nos pompes sont faites en Europe, alors elles ne sont pas hyper performantes et d'ailleurs c'est pas airless, donc effectivement à la fin du pot en verre il faut retourner le pot parce qu'il reste encore et on n'a pas d'autre solution. Ça fait partie d'une des contraintes d'un pot en verre et d'une pompe comme ça. Au début les gens ils n'acceptent pas, mais ils voient dans le verre qu'il en reste, alors que dans le plastique, la pompe airless, ils ne voient pas tout ce qui reste, mais comme ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas le récupérer, ils le jettent, mais c'est pas grave. Là, ils voient et ils sont en colère. Donc on leur dit, mais retournez juste le flacon, vous allez voir, ça coule. Mais non, c'est pas à moi de faire ce job. Ah oui. Alors on rééduque encore en disant, mais si, vous allez voir. Et puis on va même vous demander de nous ramener le contenant, parce qu'on va le laver, le stériliser, le réutiliser parce que c'est très couillon d'avoir des bouteilles qu'on casse pour les refaire à l'identique. Exactement. Quelle énergie dépensée en comment dire, en transport, complètement. en usine qui fondent, qui cassent, qui trient, Alors, vous allez juste, alors ça serait super en plus, on leur dit, si vous pouviez le laver. Parce que quand ça va sécher, si vous le lavez de suite, une fois que c'est fini dans votre lave-vaisselle, vous nous le ramenez, nous après on lave, on stérilise, on enlève l'étiquette, c'est déjà un énorme boulot. Et ça nous coûtait plus cher, c'est un truc de dingue, ça nous coûte plus cher de faire ça. Alors maintenant, vu le transport, vu comment tout augmente, peut-être que les gens, la pièce va tomber, ils vont se rendre compte que c'est mieux. Mais on récupère. On lave, on stérilise. Alors maintenant, on travaille avec un ESAT et des personnes qui nettoient et qui nous le ramènent. Et c'est génial. Et les gens sont hyper contents maintenant de contribuer à leur façon, de dire voilà, j'ai gardé les contenants. Alors je les ramène tous. Voilà, je ramène tout ça et nous, on s'en occupe et on réutilise. Voilà, on essaie de boucler les boucles. Alors j'ai plusieurs questions à te poser. Quand tu as commencé justement à demander à tes clientes et clients de ramener les contenants, c'était quand ? Parce qu'aujourd'hui... Dès le départ. Dès le départ, mais c'est-à-dire en quelle année ? Dès le départ, quand tu lances Soin de Soi, on est en 2015 excuse-moi, en 2015. Ok. En 2015. Et comment c'est reçu ? Parce que, alors, il n'y a que 7 ans, mais j'ai quand même l'impression qu'en 7 ans, les choses à ce niveau-là ont bien évolué. Comment c'est reçu à ce moment-là ? Alors, tu dis qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui le font ou pas encore ? D'autres marques ? Alors, à l'époque... les gens, ils nous regardent et on explique, alors comme on est dans un institut de quartier, un spa de quartier, on explique à chaque fois. Et on a une clientèle fidèle, comme je t'ai expliqué. Donc, il y en a qui jouent le jeu. Et on leur montre, on est très transparent, donc on leur montre comment on fait, on explique. Et ça joue le jeu assez vite, mais ce n'est pas un automatisme. Voilà, alors il y en a qui ne le ramènent pas, il y en a qui détournent. On montre aussi qu'on peut détourner les bouteilles, qu'on peut s'en servir pour mettre de l'eau, faire un vase, décorer. Alors voilà. Et c'est assez bien accueilli, mais ça n'a pas le succès que ça a aujourd'hui, effectivement. Après, il y a ceux qui disent, mais quand même, je vous le ramène, est-ce que je peux avoir une réduction ? Parce que quand même, ils attendent en retour, comme ils ont fait l'effort, ils attendent qu'en plus on leur donne de l'argent parce qu'ils ramènent les bouteilles. Alors là, on essaie d'expliquer que on est artisan, qu'on lave à la main, que ça nous coûte beaucoup de l'argent. Et c'est nous qui faisons chacun notre part. Si vous le ramenez, voilà, c'est super. Il faut que ça vous apporte à vous de le faire. Donc on éduque encore. On y arrive, mais des fois c'est difficile. Ça prend du temps. Moi, j'ai les mots, mais mes salariés, des fois, elles n'ont pas les arguments. Elles se sentent déstabilisées parce que voilà, c'est difficile à expliquer. Moi, c'est pas possible autrement, mais
Voilà, alors comme c'est pas possible autrement, je l'envoie comme ça et c'est comme ça. Mais voilà. Ouais. Et puis petit à petit, ça y est, voilà, maintenant c'est un truc de dingue. Tous les gens jouent le jeu, de plus en plus ils lavent, ils comprennent parce que quand on n'envoie pas tous nos contenants, on les envoie pas au fur et à mesure, au fil de l'eau, à l'ESAT. On les garde un petit peu dans notre laboratoire et du coup les matières qu'il y a au fond sèchent, donc c'est encore plus difficile à laver. Donc si chacun lave chez lui, de suite c'est beaucoup plus facile pour les gens de l'ESAT de nettoyer. Voilà, ça demande moins de temps, moins d'eau. Donc, bref. C'est très bien. Voilà, il faut encore éduquer, on expliquera tout ça. Et voilà, et je pense là, avec tout ce qui se passe, ça accélère. Je pense que les gens vont comprendre que c'est ridicule de casser pour refaire et de transporter pour ramener un truc qui est parti de... Et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent la consigne comme nous. La consigne dans les cosmétiques, c'est difficile. Dans l'alimentaire, c'est un peu plus facile parce que les goulots, tu vois, c'est des pots, c'est un peu large. Et par exemple, un petit flacon. Le goulet tout beau, c'est difficile que le jet aille nettoyer au fond. Donc nous, on se joue la vie. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour essayer de trouver la solution. Mais comme on lâche rien, je suis un peu jusqu'au boutiste, un peu maso. Je prends ma gélule rose le matin et le soir pour me calmer. Mais je sais que je vais y arriver. Et on travaille avec un ESAT qui est super, un gars qui est génial. Donc on va y arriver pour trouver nos solutions. Alors c'est très facile sur les gros contenants, les gros pots. C'est plus facile que sur les petits. Sur les petits, voilà. plus difficile d'accès. Oui. Donc on incite les gens à bien rincer, à bien nous aider pour y arriver. Donc c'est ensemble qu'on arrivera à tout ça. Exactement. Voilà. Et quand même, parce que vous lancez la marque de cosmétiques, mais c'est un complètement nouveau projet. Ah oui. Enfin, on est quand même sur une nouvelle entreprise, donc tu relances un nouveau projet. Quoi. De l'Institut de beauté de 50 mètres carrés toute seule, je passe au spa de 200 mètres carrés où j'embauche, je forme, je change de façon de fonctionner, je communique la presse, j'ai une attachée de presse, j'ai des journalistes qui arrivent de Paris pour venir faire, je me rappelle dans IDEA, j'ai 2 pages, 3 pages dans les magazines nationaux, putain, c'est trop bien et c'est chouette. Et après, effectivement, là, on lance une marque, un autre métier, un laboratoire de cosmétiques où on n'y connaît pas grand-chose. Mais on a Violaine et on a Violaine qui est merveilleuse pour ça, qui nous aide beaucoup, qui est puriste vraiment, qui a un sang-froid et un bon sens. Elle m'a appris énormément. Et attendez, pourquoi on fait ça? Mais pourquoi ils nous disent de faire ça? Attends, ils disent que c'est obligatoire. Je vais vérifier, mais c'est pas obligatoire. Ah bon? Mais nous, on croyait ce qu'on nous disait, mais en fait, les gens, non, en fait. Bon, bref, voilà. Donc, on apprend beaucoup de choses et on fait notre laboratoire de cosmétiques. On fait un financement participatif par Ulule pour nous aider. Après, on a déménagé ici. Dans cette sécurité sociale. Donc la mairie nous loue en bail commercial l'ancienne sécurité sociale qu'on repimpe un peu à l'intérieur et on fait notre propre laboratoire dans la sécu. Et là, l'équipe grossit, on garde tout en interne, on est en circuit court, on fabrique au fur et à mesure de la demande, donc pour que ce soit le plus frais possible. Que dès que c'est fabriqué, produit, mis en contenant, étiqueté dans notre laboratoire, c'est mis en stock et ça part dans nos adresses ou par les commandes Internet. Et c'est de suite sur le marché, le client l'a dans sa salle de bain et il a 1 an pour l'utiliser. Voilà. Et donc, j'ai une autre question, mais que j'ai perdue, mais j'en ai une autre. Ça met combien de temps le produit est-ce que les commandes Internet, c'est fabriqué à partir du moment où tu as la commande? Ou est-ce que tu as quand même un léger stock? Oui, on a un stock court. On a un stock court de 20-30 produits. Ok. Mais on peut refaire... de 20-30 produits de chaque. De chaque. Ah oui, donc c'est un petit stock. Ah oui, c'est un petit stock. Mais on peut, par exemple, les savons, on en a bien plus parce qu'il faut 3 semaines pour qu'un savon sèche. Oui. Donc on a plus. Et puis on a le recul de l'année d'avant et on fait en fonction. Mais là, on a maintenant des hôtels qui nous commandent. Et alors là, c'est chaud bouillant parce qu'un hôtel de 100 chambres... Alors des hôtels on a des lieux
qui partagent les mêmes valeurs que nous. Bon, par exemple, on a Mob Hotel, Mob House. C'est un hôtel créé par Stark, Cyril Haouis-Zerat à Paris, Lyon. Ils vont en ouvrir à Bordeaux. Et c'est les artisans hôteliers qui ont renversé le monde de l'hôtellerie. Avant, Cyril Haouis-Zerat, c'est lui qui a créé le Mama Shelter, tu vois. Très bien. Et il a tout revendu à Accor pour faire des hôtels beaucoup plus respectueux. Et, c'est les premiers hôtels éco, vraiment éco-responsables. Et il est venu nous chercher pour qu'on crée tous leurs produits de salle de bain, d'hygiène. Donc on crée ça, mais là je te dis pas le nombre de chambres et le débit qu'il y a. Donc là c'est dans des grands fûts qu'on fabrique. Donc là on alterne entre les productions des hôtels, de nos adresses, et on arrive. On a l'équipe du laboratoire de prod qui s'est étoffée. Là, on a investi dans des machines pour brasser effectivement les fûts, parce que là, les gels douche, les shampoings, c'est de grands contenants. Ça fait les muscles, hein, sont musclés dans le labo. Et voilà, les savons. Voilà. Oui, parce que justement, là, tu parles d'hôtel, mais ça t'est arrivé de refuser. Alors, j'avais lu, notamment pour Le Bon Marché ou Galeries Lafayette, de refuser potentiellement de grosses commandes. Pourquoi ? Ah oui, oui. La plupart du temps, on dit non. On dit non. C'est difficile. Alors, pourquoi ? Parce que c'est nos bébés. On n'a pas du tout envie de retrouver nos crèmes sur des étals sans que les gens en prennent soin. Ça coûte très cher pour avoir une vitrine aux Galeries Lafayette. Enfin, très cher. Il faut l'envoyer. Il faut expliquer nos produits. Enfin... Voilà, s'ils étaient là-bas, ils seraient orphelins sans nous. Puis ils n'ont rien à faire dans ces endroits-là, c'est pas adapté. Ça ne nous ressemble pas. On était très flattés que ces gens-là nous demandent, vraiment. Mais après, dès qu'on parle avec ces gens-là, on n'est plus pareil. C'est deux planètes différentes, quoi. C'est une planète différente. Et même si j'aime beaucoup aller au Bon Marché, voir ces très belles choses et voir ces univers différents, j'aurais aimé voir Soin de Soi, j'aurais été très flattée. Peut-être, hein, mon ego en aurait pris un peu, aurait été contente. Mais non, j'avais pas du tout. C'est beaucoup de stress et je me sentais pas. J'avais plutôt envie qu'il soit entre des mains de gens bienveillants et qui comprennent les produits, et que quand ils les appliquent sur eux. Une crème, ça va quand même sur notre peau, dans notre sang. C'est comme un aliment, c'est notre pharmacie, c'est très précieux. Faut le faire en conscience et tous nos produits sont composés d'ingrédients cueillis à la main souvent, sauvages ou de culture biologique, ou si c'est pas biologique, c'est que ça ne peut pas l'être. Par exemple, l'eau, ça ne peut pas être labellisé biologique, ou les argiles, et puis où les plantes sauvages ne sont pas labellisées bio, où il y a bien des ingrédients qui sont cultivés, mais les gens le font avec toute leur intention et bien, mais n'ont pas envie d'avoir ce label bio parce que ça coûte très cher et ça impose beaucoup de choses, mais on sait que c'est très bien fait. Et donc, nous, c'est cueilli, on attend qu'une fois que c'est cueilli, que le terroir où ça a été cueilli se pose 3-4 ans, et on y revient, parce que c'est Dominique qui est cueilleuse professionnelle, qui est géologue, qui connaît tout parfaitement, qui fait ça dans les règles de l'art. Et donc tout est précieux, on ne fait pas chauffer nos ingrédients pour qu'ils gardent leur vertu, pour que ça ait un vrai... 100% de nos ingrédients sont actifs et ont une efficacité hors norme. C'est des trucs de dingue qu'on fait, c'est des bombes nucléaires sur la peau, en positif évidemment, mais c'est très puissant. Donc on avait envie de garder cette puissance et qu'il ne soit pas perdu dans des grands lieux comme les Galeries Lafayette ou le Bon Marché, ou d'autres lieux où les gens ne savent pas trop comment on les a fait, avec quel amour on les a fait. Et toi, tu t'es formé justement aussi sur les bienfaits de chaque plante, oui. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de rallonger la question. Souvent, je l'ai fait très longue, mais là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Oui, je me suis formée avec Violaine déjà, la meilleure des profs que l'on puisse avoir, avec les gens qui sont nos fournisseurs, nos producteurs, avec les livres évidemment, et puis Internet, on a la chance déjà. J'ai Annabelle qui est une amie aussi pharmacienne et phytoaromathérapeute, qui vient nous former très 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 régulièrement ici.
et que je vais voir qu'il y a une herboristerie à Bordeaux, les Tisaniers Doc, rue Bouffard, qui fait des choses merveilleuses avec des plantes, et puis tous nos fournisseurs où je vais régulièrement qui nous apprennent. Et puis après, j'aime tellement la nature et voilà, les plantes. Ma grand-mère qui est partie à Binet-Louis-Dan dans l'Atlas était ma première prof de la nature. Et je me rappelle encore mon grand-père qui coupait un pin dans la propriété du Sud-Gironde, et ma grand-mère, on était à la fenêtre, elle me dit: tu crois pas, Nelly, que l'arbre a très mal là? Et je me rappelle encore cet arbre, est-ce que tu crois que le son qu'on entend c'est le pleur de l'arbre? Et je dis, je me rappelle encore, je pleurais et je dis: oui mamie, je crois. Donc du coup on était très proche de la nature, et je crois que c'est la meilleure école que d'être près de savoir, enfin voilà. Donc on va avec Dominique faire des cueillettes sauvages, on amène les équipes cueillir ces plantes pour qu'elles puissent bien en parler et pouvoir le transmettre aux gens pour que les gens eux-mêmes prennent conscience de la richesse de la nature. Donc voilà, donc après j'apprends, je sais, et j'ai beaucoup de plaisir à prendre soin des choses, des gens, de notre santé. J'ai beaucoup plus de plaisir à en prendre soin avant qu'à soigner après. Voilà, l'idée c'est de maintenir et de prendre soin de tout ce qui nous entoure pour que ça vive le plus longtemps possible. Et les plantes, c'est comme ça que je me soigne avec les plantes, je soigne mes enfants et ma famille avec les plantes, je me soigne avec la nature. Et donc, quand on écoute, on sait. Voilà. Moi, je viendrai après sur ce sujet-là. En 2019, tu ouvres une boutique à Bordeaux. Oui. Pourquoi Bordeaux? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de monde dans les rues. Bordeaux se développe. Les Parisiens et les autres gens de toutes les régions viennent à Bordeaux. Trouvent que Bordeaux, le Pays Basque, tout ça, c'est la côte ouest américaine, l'équivalent. Il fait bon vivre. Et donc, on se dit, c'est chouette, soin de soi à Gradignan, notre laboratoire ici, mais on est quand même un peu cinglé d'avoir créé notre propre laboratoire juste pour notre adresse à Gradignan et notre e-boutique sur Internet. Ça serait bien qu'on se fasse connaître un peu plus, et on trouve qu'avoir un lieu à Bordeaux, c'est une belle vitrine. Et mon amie Asna me dit: écoute Nelly, le magasin en face de moi, là, je suis à Bordeaux, ils sont en train de fermer, je pense que tu serais hyper bien, on serait bien toutes les deux en face. J'arrive Asna, je prends la voiture, Marion monte dans la voiture, et là, on va voir rue de la Vieille Tour à Bordeaux, et on visite et on signe de suite. Mariam me regarde, elle me dit: t'es sûre? Oui, j'ai fait comme ça pour le premier immeuble à Gradignan, la maison bourgeoise. J'ai signé, j'ai eu 7 jours pour réfléchir. Je sais qu'on a 7 jours pour réfléchir. Après, signe, bloc, on va signer et après on va réfléchir. Et on réfléchit tout à l'heure. Et donc je dis: mais quand même, c'est la rue que je voulais. J'avais dit: si jamais un jour je veux être à Bordeaux, c'est dans cette rue. Et parce que j'aimais beaucoup cette rue, j'aimais l'emplacement. Je voulais pas être cour de l'intendance parce que ce sont les grosses anciennes, pas rue Porte Dijon parce que c'est très passant, les grosses anciennes. Et je trouvais que cette rue piétonne, intimiste, entre deux axes principaux, la place Gambetta, c'est central. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Et avec l'alchimiste Arthur, Asna, chez Darico, les Dunes Blanches, que des gens qui font les choses avec le cœur. Voilà, et à côté il y a Nicolas du Scopiton qui est mon institution, le restaurant où je vais depuis que je suis à la fac. Voilà, c'était chouette, c'était que des gens de cœur qui nous entouraient, et j'aime bien être entourée de belles personnes. Donc c'était une évidence que d'être là. Et voilà, on a signé, on s'est installé là pour avoir une visibilité sur Bordeaux, parce que tous les Parisiens, Gradignan c'est très loin, mais même les Bordelais, Gradignan c'est très loin, et le Gradignanais, Bordeaux c'est très loin. Bon, je vous assure, ça va assez vite. Je l'ai fait à vélo ce matin, c'est faisable. C'est bien. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Bordeaux. On devait ouvrir en novembre 2018. Évidemment, tous les travaux prennent du retard. Et ça s'est ouvert en mars 2019 avec les Gilets jaunes.
On a enchaîné en mars 2020 avec le confinement 2021. Non, Bordeaux, c'est sympa, là, notre ouverture à Bordeaux. J'avoue que c'est assez plein de rebondissements. Et on est très contente d'être à Bordeaux. C'est une clientèle complètement différente de Gradignan. Et voilà, et c'est chouette. Et voilà, vous faites des soins sur place aussi? Oui, bien sûr. Allez, en bas, on a effectivement la boutique avec les produits, et les conseils, les diagnostics de peau, diagnostics produits. Et à l'étage, on a des cabines de soins où on effectue nos soins du visage, nos soins du corps, qui sont des soins que l'on a créés en interne. Quand on a créé notre propre marque de cosmétiques, on a créé avec toute notre équipe qui est faite de thérapeutes qui font de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, qui ont été meilleures mains de France et plein de thérapies différentes. On a créé nos propres protocoles et notre spécificité, en fait, c'était bonjour Théo, tu arrives, tu es là. Comment tu vas? Alors, en général, les gens disent je vais bien. Ok, super. Ça va. Bien avancé. Ça va. Ça va. Alors, deuxième question, c'est Théo, comment vraiment tu vas? Alors, écoute, je suis arrivée. Alors, la deuxième question, c'est je suis arrivée à vélo. C'était bien, mais je me suis fait peur à vélo ou je suis arrivée en avance. Du coup, voilà, ok, d'accord, très bien. Mais vraiment, Théo, comment tu vas? Et là, hop, on a au troisième, on arrive à avoir un peu plus. Et ce qui nous permet de déterminer le soin de la personne et sur le moment, l'instant présent, pas le soin qu'elle a booké il y a 15 jours parce qu'elle aurait aimé ce soin parce qu'il s'est passé 2-3 trucs en 15 jours. C'est le soin qui lui correspond au moment où elle est là en face de nous. Et là, on avait créé mais on les fait toujours, nos 5 protocoles qui correspondent à des états d'être, besoin d'un lâcher-prise, lâcher-prise. Alors donc, on va commencer par masser le haut du corps, la tête, donc on a des prises de tête, et après on masse tout le reste du corps. Le massage revitalisant, c'est pour les gens qui sont fatigués physiquement, qui vont bien, mais putain, ils n'arrivent pas à avancer. Alors en général, après l'été, c'est pas le massage qu'on fait le plus, c'est plutôt en début d'été, là, en fin d'hiver, fin d'hiver où on a envie. Et puis voilà, on a revitalisant, enveloppant, harmonisant, et ce sont vraiment des soins. Notre gestuelle épouse le besoin de la personne, et on ajoute à ça des synergies d'huiles essentielles. On a un combiné de 3 huiles essentielles qu'on ajoute à notre mélange de base d'huile végétale qui correspondent. Par exemple, si c'est le lâcher-prise, on a nos 3 huiles essentielles qui vont t'aider à lâcher prise. Donc, par les produits, par notre intention et par la gestuelle, tout va être fait pour que tu lâches prise. Voilà. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Donc, dans nos adresses, on essaie de prendre soin des gens le mieux possible. Clairement. Et tu peux nous parler de la Maison Bleue? Oui. Kesako. La Maison Bleue, c'est une maison éphémère. En fait, on essaie de dénicher de très belles maisons parce que l'idée, c'est qu'on fasse venir des gens dans ces maisons qui sont très belles, que ces maisons soient inspirantes, qu'on n'ait pas l'habitude de rentrer dans des maisons aussi belles. Les gens, alors ce sont souvent des maisons d'habitation que les gens nous louent, eux partent, on investit les lieux, soin de soi arrive. Et puis on s'approprie les lieux, la cuisine, les chambres, on sort les lits, on fait le salon, et ça devient un lieu où on va recevoir pendant une petite semaine des gens avec qui on collabore, qui vont être par exemple Émilie. Émilie, c'est Si Bon Nutrition, elle est naturopathe, elle cuisine. Et elle va investir notre cuisine. Tu vas pouvoir, Théo, t'inscrire à un atelier d'Émilie pour apprendre à cuisiner des rouleaux de printemps ou des apéritifs estivaux. Tu vas t'inscrire sur un atelier de 2 heures. Vous allez être 8 max. Et vous allez cuisiner avec Émilie, qui aurait évidemment fait les courses dans une jolie cuisine. Partager avec des gens qui ont envie d'apprendre les mêmes choses, donc a priori qui partagent les mêmes intérêts pour la cuisine et pour le bien manger et la santé. Et Émilie va prodiguer aussi des astuces culinaires, de naturopathe en fonction de toi, mais aussi de ce qu'il y a dans l'assiette et de la saison. Et ensuite, tout le monde va manger ce repas dans la salle à manger que l'on a confectionné ensemble avec Émilie qui continue d'expliquer ce qu'on vient de faire. Donc, c'est un cours vraiment très quali, avec un moment de partage.
on fait toujours chez Soins de Soi, dans tous les ateliers, on avait envie de faire un peu. Voilà, l'idée c'était, il y avait le lavoir avant, on allait toutes laver le linge et on se racontait nos histoires. On équeutait les haricots verts en famille. C'est des moments de partage, on fait avec les mains pour que ça serve pour la famille et le bien commun. Et on avait envie de remettre ça, faire ensemble et partager ensemble à chaque fois. Donc ça a été du tricot, parce qu'on avait une cliente qui tricotait. On lui a dit, t'as envie d'animer un atelier tricot, il y a apprendre à des gens à retricoter, c'est génial à faire. Et bien on faisait un feu de cheminée dans la maison, on s'asseyait par terre et on faisait des points, des points de tricot. On a eu faire des bijoux, on a eu peindre, dessiner, peindre. Apprendre aussi à prendre soin de nous. On sépare, on n'apprend pas comment tu t'occupes de ta peau, c'est quoi ta peau, de quoi elle a besoin, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu mets, et on apprend à prendre soin de soi, à diagnostiquer son type de peau, ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous. Du yoga, je pourrais parler des conférences, on faisait des conférences aussi. Autour de plein de sujets différents. On faisait, et les gens s'inscrivent dans ces ateliers qui sont tout au long de la journée et viennent passer un moment avec nous. Alors au départ, ils s'inscrivent pour un atelier, puis ils sont dans la maison et disent « Ah, mais il y a quoi après ? Il reste une place ? Ah, je resterai bien à celui-là. » Et puis « Ah, mais je vais dire à ma sœur de venir, ma mère. » Et là, avec les Maisons Bleues qui continuent, c'est des gens qui vont louer des Airbnb qui arrivent de hyper loin, qui viennent passer quelques jours pour les Maisons Bleues. Donc c'est trop bien. Nos Maisons Bleues, c'est un prolongement de Soins de Soi dans l'art de vivre, parce que Soins de Soi, c'est... Certes, on prend soin des gens, mais prendre soin des gens, c'est évidemment par le corps, ce qu'ils mettent dessus, mais ce qu'on fait à leur âme, les gens qui les entourent, la créativité, le beau. Moi, j'aime j'ai vraiment une attirance pour le beau, donc les inspirer et partager des moments doux. Et c'est tous les combien ? Alors c'est 2 fois par an. 2 fois par an. Et on devait le faire là en mars, mais on n'a pas trouvé de maison cette année. On n'a pas trouvé de maison. À chaque fois que les maisons qu'on devait louer, ça ne se faisait pas. On s'est dit, c'est un signe. Alors nous, on écoute l'univers. S'il nous dit que ça ne marche pas, écoute, c'est qu'on ne doit pas la faire alors. Et on ne l'a pas faite. Et là, pour novembre qui arrive, on a 2-3 actualités dont je pense que tu vas me poser la question. C'est quoi ? Et je vais te dire après. Tu fais les questions, les réponses, c'est parfait. Et du coup, on s'est dit là, pour novembre, ça va être chaud aussi. Donc, je pense qu'on ne va pas la faire pour novembre. Parce qu'on a 2-3 trucs sur le feu. Tant que tu es dessus, quelle est la suite de tout ça ? Parce que ce qui fait déjà pas mal de choses. Et comme on manquait de trucs à faire, on vient de reprendre une école. Donc je reviens à mes amours d'institutrice, tu te rappelles, hein ? Complètement. Donc la vache, on ne sait pas encore, mais après, parce que j'ai une copine qui va venir faire des cours dans mon école qui fait de l'Ayurveda. Elle me dit, je cherche des bousses de vache pour faire des bâtons de... mais voilà. Ça vient, Et donc j'ai eu l'opportunité de reprendre une école d'esthétique. Donc on va faire le CAP esthétique adulte, pour des reconversions, des gens qui ont envie de faire du facialisme, du massage, du drainage, mais avec vraiment en plus la casquette esthétique, avec le diplôme CAP pour avoir toutes les formations dermato, biologie, cosmétologie et autres. Et on va rajouter à ça des modules qu'on sait bien faire dans le soin à la personne, la prise en charge, l'aromathérapie, la phytoaromathérapie et aussi pourquoi pas... puisqu'on a notre laboratoire, des formations plus cosméto, biolo, avec les plantes, faire des soins par les plantes, avec nos intentions, réfléchir à ce que l'on fait, le faire le plus connecté au monde. Et souvent aussi, quand on apprend à faire ce métier, quand on fait des reconversions et qu'on a envie d'amener du soin aux autres, on n'a pas forcément aussi la casquette réseaux sociaux. RH, d'apporter tout ça autour. Montage, statut d'entreprise, juridique, voilà. Donc on va essayer de voir comment on va monter ça pour pouvoir donner clé en main une formation.
Voilà. Potentiellement se lancer. Se lancer, être autonome et créer sa propre entreprise avec l'énergie, en tout cas soin de soi. On y mettra, nous, tout ce qu'on pense être bien. Ouais. Et ça ouvre quand, dans l'idée? On l'a acheté le 8 juillet et les premiers élèves arrivent en septembre. Ah ouais. Ah ben oui, là, c'est parti. Puisque c'est une école qui existait et il y avait déjà des inscrits. Oui, donc, en fait... donc c'est déjà lancé. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ah mais attends, donc c'était déjà une école d'esthétique. C'est déjà une école d'esthétique que j'ai repris avec Marion, les deux, qui se situe physiquement à Artigues, près de Bordeaux, et qui, dans un futur assez proche, on fait des travaux dans le laboratoire à Gradignan, va venir à Gradignan. Le siège social après sera à Gradignan. Mais là, on va commencer l'année dans les locaux de l'école à Artigues. Et puis là, pendant cette année-là de lancement, on va peaufiner l'école. Parce que ça se fait pas avec vraiment ce qu'on veut y mettre à l'intérieur. Un petit projet, quoi. Un petit nouveau projet là, comme ça, facile. Finger in the noise, comme on sait faire. Mais comme ça aussi, l'école, ça vient d'un constat, comme les produits cosmétiques venaient du constat que c'était plus possible, on pouvait plus faire des soins avec des produits conventionnels qui nous foutaient des maladies. Ça fait 23 ans que je fais ce métier, 23 ans que je forme, que je transmets, que je fais grandir des gens. 23 ans que je sens quand même, sans vouloir faire ma vieille conne, que ça se délite au niveau de la formation. On a des gens qui arrivent et qui arrivent sur le milieu du travail, qui ne savent pas bosser et qu'on se retrouve à former encore pendant des mois et des mois pour qu'ils puissent travailler sur nos clients. Donc là, pour le coup, je les embauche et je les paie à les former. Et aussi, constat actuel, qui est comme ça et il faut qu'on y travaille, qu'on travaille avec, c'est que les gens ne viennent plus dans une entreprise comme avant pour la vie. Donc on les forme et puis après ils se disent mais finalement j'ai changé. Putain. Donc je m'étais toujours dit je vais faire une école où je vais former, où ils vont payer pour une formation quali, et puis s'ils veulent venir travailler chez nous après, avec grand plaisir. Et sinon, s'ils veulent continuer, tant mieux aussi. Tant mieux. Chacun fait son chemin. Mais voilà, donc c'était quelque chose que je voulais faire, que j'avais dans l'idée depuis longtemps. Je procrastinais parce que effectivement, encore une fois, c'est un autre univers, un autre métier, un autre modèle, et j'ai 2-3 trucs sur le feu. Mais là, l'opportunité a fait qu'une amie me dit, écoute, tu m'as parlé d'école, tu voulais faire une école, mais là, sous ma boîte, il y a une dame, elle veut transmettre son école. Il faut que tu la rencontres. Donc, je l'ai rencontrée et ça s'est fait hyper vite en un mois. Ah bon, de là, comme ça, et vous partez. Et vous me laissez. Ok, bon, merci. Et il y a des élèves déjà pour la rentrée. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Ok. Et tu vas donner des cours alors Mais je pense. Alors, pour tout te dire... mon Dieu. Peut-être pas. Oui, parce que je vais donner des cours, je sais faire ça. J'ai toujours fait ça, donc oui. Et je prends un pied de dingue à le faire. Donc oui, je vais transmettre parce que la boucle sera un peu bouclée quand même. Et voilà. Et je suis très très heureuse d'avoir ce nouveau projet, même si je réalise pas encore parce qu'on a tellement de choses à parfois c'est pas plus mal de pas réaliser comme ça. Je crois, puis que maintenant je disais que j'aime bien les choses à taille humaine, mais là moi ça me dépasse un peu ce qui est en train de se passer. T'es pas toute seule. Mais je suis très bien entourée. Oui, c'est ça, Théo. Je suis très bien entourée et je passe le relais à des personnes qui m'entourent et qui font très bien les choses. Et il y a un sujet dont j'en avais parlé au tout début de cet échange. Est-ce que, parce qu'on entend souvent parler, ça devient parfois même comme un peu du greenwashing, je ne sais pas si on peut appeler ça de la bienveillance washing. Est-ce que je pose la question, voilà. Est-ce qu'on peut entreprendre, avoir des salariés tout en étant bienveillant? Est-ce que ça peut fonctionner? Mais oui, mon Dieu, oui. Enfin, je dis oui, parce que je le pense profondément. Peut-être que j'ai plein de salariés qui pensent le contraire. Il faudrait leur demander. Alors, je dis justement, cette semaine, on fait une semaine d'intégration pour 8 nouvelles embauchées qui arrivent là. Et hier, c'était ma journée à moi où je leur dis bienvenue et j'essaie de raconter l'histoire pour qu'elles sachent qu'elles s'en imprègnent. Comment ça s'est passé. Et voilà, pour... j'ai conscience de tout le boulot qui s'est passé et que c'est elles maintenant qui sont en direct avec les clients et c'est ça qu'elles doivent faire passer.
Et parmi les valeurs que Soin de Soi véhicule, il y a la bienveillance, même si c'est un peu galvaudé, et comme tu le dis, tout le monde le dit. Mais en tout cas, quand ça part de mon cœur ou de notre cœur avec Marion, je le sais, ça part avec la plus grande des bienveillances quand on fait les choses. Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve. Et oui, je le pense, que venir travailler avec le sourire, en tout cas, ça a été mon challenge toute la vie, on est je dis que je veux répandre cette onde de charme sur mes clients, mais sur mes salariés qui vont elles-mêmes le répandre aux clients. Enfin, c'est un cercle vertueux. Si tu es bien dans ton boulot, tu es bien dans ta vie a priori perso, et du coup tu viens travailler avec plaisir, et c'est un doux cercle vertueux. Les clients sont contents parce qu'ils ont quelqu'un d'épanoui, donc ils le sentent, ils ont plaisir à revenir dans le lieu où les gens sont bien, et voilà, et j'ai à cœur de montrer ça. Voilà, et c'est de plus en plus dur de faire passer pour moi cette onde de charme, parce qu'avec des lieux un peu Gradignan le labo, Gradignan le spa, Bordeaux la boutique, Artigues l'école, je ne peux pas être partout en même temps. Ouais. Et donc de faire perdurer ça, j'ai heureusement des piliers qui essaient de le distiller, mais ça demande énormément d'énergie, et surtout avec l'atmosphère ambiante autour de nous, il faut garder vraiment cette bienveillance et cette onde positive. Bien sûr, il y en a qui arrivent à répandre la terreur avec des kalachnikovs. Moi, je suis convaincue qu'avec un sourire, un câlin et avec le cœur dans la main, on peut vraiment amener de la bienveillance, de l'intention et le plaisir de faire les choses bien. Ouais, complètement. Chouette, on est d'accord. J'ai envie de parler maintenant d'entrepreneuriat féminin, ce que je te disais en off juste avant. C'est vrai que moi je croise beaucoup de personnes, et je travaille même avec à la fois beaucoup de femmes et en même temps beaucoup de structures qui accompagnent à l'entrepreneuriat féminin. Je sais pas, j'imagine, enfin oui, le nombre de structures a j'imagine évolué dans les dernières années. Je sais pas, t'en penses quoi? Il n'y a pas vraiment de question. Je sais pas si mais à quel point. Alors, parce que moi, je suis pas fan des cloisons, et en même temps, comme je te l'ai dit, je suis un homme blanc, donc voilà, j'en suis conscient. À quel point c'est. Alors, évidemment, c'est bien. Attention, je me fais parfois l'avocat du diable, j'en fais exprès. Mais ouais, à quel point c'est bien, à quel point c'est important, à quel point toi qui as entrepris à 23 ans, il n'y avait pas toutes ces structures-là, tu l'as fait. Voilà, ton avis là-dessus. C'est assez ouvert, hein, tu dis ce que tu veux, je sais pas si c'est suffisamment clair, mais... Si. Alors, je me suis jamais posé la question, en fait. Ok. Je crois que c'est pour ça que j'ai réussi, parce qu'en fait, je me suis jamais... Dans ce que je fais, je me pose beaucoup de questions, mais pas celle-là, en tout cas. Pour moi, tout est possible. Dans mon spectre à moi, hein, tout est possible dans ce que je veux réaliser. Quand je l'imagine, je sais où je veux aller et je sais comment je veux le faire. Si je l'imagine, c'est donc que c'est réalisable pour moi. Je ne me pose pas la question de si je suis une femme blanche, noire, ou si l'autre est un homme, une femme. C'est le cœur qui parle, l'intention. Voilà, donc cette question de l'entrepreneuriat au féminin s'est posée je l'ai réalisé le jour où j'ai été élue meilleure femme chef d'entreprise de Nouvelle-Aquitaine, et il y avait une nana qui parlait et qui disait et vous femmes, est-ce que ça a été difficile? Moi, pourquoi elle me dit ça moi? Mais et longtemps j'ai pas compris la question vraiment. Et la pièce est tombée, comme je suis laborieuse, hein, quelques années après, et là je me dis putain c'est vrai, et aujourd'hui à 50 ans je me dis putain j'en ai chié en fait. Mais parce que alors j'en ai pas chié vis-à-vis des mecs de jouer du coude pour faire ma place. À aucun moment. C'était plus pour trouver ma place de femme sans culpabilité avec mes enfants. Quand je vois mon mari, lui, il n'a aucune culpabilité de ne pas être là, mais il y a des hommes qui l'ont sûrement, mais en tout cas lui ne l'avait pas. Et moi, quand je posais mes enfants à la crèche, qui pleuraient pour aller bosser, payer une nounou, pour aller les chercher, que je gagnais de l'argent pour donner à la nounou, pour garder mes gosses, j'ai mis des années à bien vivre ça. Vraiment. Donc, c'était plus sur ce plan-là, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être entrepreneur
pour avoir cette culpabilité-là. Dès qu'on travaille, on l'a. Ouais. Voilà. C'était plus dans ça, dans cette répartition de temps, d'énergie. Mais j'avais énormément d'énergie et je voulais tellement et j'avais tout mis en place. Peut-être que le fait d'être entrepreneur m'avait permis d'avoir mon mercredi, mon samedi, mon dimanche, comme je voulais quand je voulais être institutrice, avoir, et mes vacances scolaires. Donc j'ai réussi, ma liberté a été dans l'entrepreneuriat, d'arriver à moduler ma vie idéale voilà, dans mon temps. Donc j'ai tout mis en place pour arriver à avoir le moins de culpabilité possible avec mes enfants en étant entrepreneur. Donc du coup, ça a été une arme d'être entrepreneur femme. Et pas, je ne l'ai pas subi. J'ai jamais subi les choses, moi. Dès que je subis, je m'en vais, c'est que c'est pas bon pour moi. Parce que ça me prend, je suis trop sensible et ça me prend trop. Donc je vais là où c'est bon pour moi. Et être donc entrepreneur femme, je n'ai jamais ressenti homme-femme, cette différence, cette cloisonnement. Ce n'est que dans ma vie, je pense que pour mon mari, ça a été beaucoup plus facile d'être entrepreneur. En tout cas, dans la répartition des tâches. Je ne le mettrai plus au niveau perso, mais pas au niveau pro, tu vois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, oui, je crois comprendre. Donc, parce qu'à la maison, je fais les tâches ménagères, mais je crois que j'aime bien faire comme je veux aussi. Donc, j'aimais bien qu'il me laisse ma place. J'aimais bien allaiter mes enfants, j'aimais bien accoucher naturellement, j'ai bien aimé qu'ils mangent des compotes faites avec les fruits du jardin. Et du coup, je lui ai pas posé il n'a pas jamais acheté des Bledy Chef qui m'aurait peut-être mis en colère. C'est moi qui l'ai fait. Bon, mais tout ça, ça m'allait dans... Voilà. Et en tant qu'entrepreneur femme, non, j'ai trouvé ça... Voilà, non, je me suis posé jamais aucune question. Et j'ai travaillé de cœur à cœur, toujours même avec les parties prenantes. Je pense à mes comptables, ça ont été des hommes, mes banquiers, j'ai eu des femmes et des hommes, mais à chaque fois, ça a été chouette. Il n'y a pas eu ces potentiels freins comme on peut parfois entendre. Ou alors je ne les ai pas entendus. Et j'ai pas voulu les voir et j'ai fait comme si je les voyais pas et ça me va très bien. Mais je sais très bien faire ça. Je sais super bien faire ça. Je sais très bien faire ça. Je ne vois que ce que je veux voir et ça me va bien. Parce que le reste, des fois, c'est un peu trop dur et je fais comme si je l'avais pas vu et je crois que c'est devenu mon sport favori et je le vois pas en fait à la fin. Ah mais non, t'as pas vu lui Ah mais non, j'ai pas vu du tout. Ou elle, non, j'ai pas vu. Voilà. C'est aussi réussir à se blinder entre guillemets de tout ça, de tout ce qui peut... Oui. Et des fois, il faut faire gaffe parce qu'on décolle vraiment beaucoup. Je suis assez perchée. Des fois, ce serait bien de mettre un petit poids en bas pour me refaire descendre. Mais ça va aller. Je suis enterrée, peut-être pas. Oh là là. Mais peut-être que ça l'a dit, t'as encore 50 ans. Pour moi, c'est m'enterrer que de ne plus être perchée. Mais je suis entourée de personnes bien cartésiennes et je sais m'entourer de gens qui me complètent bien pour bien mettre tout ça dans des tableaux Excel à double entrée croisée dynamique. Voilà. Moi, je suis la dynamique autour de ça et elle cadre. Donc, c'est super. Important de bien s'entourer. Oui. Très clairement. Ça fait bientôt 1h30 qu'on est en train d'échanger tous les deux. Déjà. On a abordé beaucoup de choses. Est-ce que, alors j'ai les 2 questions de la fin, mais que je garde. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne et tu dis ça pourrait être sympa d'en parler? On a abordé tellement de choses. Moi, le plus important pour moi, là, aujourd'hui, c'est de prendre soin des gens pour qu'ils réalisent qu'ils sont acteurs. Seulement, c'est eux qui peuvent décider et qu'ils ont leur libre arbitre et que c'est eux qui sont acteurs de leur santé. Quand ils seront conscients d'eux, ils auront, pour moi, conscience de la planète et de l'action qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas prendre soin de la planète s'ils ne prennent pas soin d'eux. Donc j'espère être celle qui fera le petit maillon pour prenez soin de vous et ils comprendront que prendre soin d'eux, après ils pourront prendre soin de la planète. Je pense pas que ce soit l'inverse. Effectivement. Je crois, mais c'est ma croyance. Là, ce que je me mets en quête, c'est de former des gens qui aient conscience d'eux
pour qu'ils fassent prendre conscience aux autres que respirer. Comment tu respires? Je le vois en massage. Allez, on va commencer, on va respirer. Vous inspirez en gonflant le ventre, mais personne ne sait le faire. Je veux dire, allez, on reprend. Mais attendez, là je sais pas. Mais non, et respirer, c'est la première chose et la dernière chose que l'on fait dans une vie. Et toute la vie, on ne le respire plus. On est en apnée, ce n'est pas possible. Donc respirez, boire, dormez, buvez de l'eau, dormez, riez, soyez entourés de gens bienveillants, faites-vous du bien, faites-vous masser, faites circuler toutes ces énergies. Prenez soin de vous et après et en même temps prenez soin de la planète, bien sûr, mais déjà ayez conscience et soyez acteurs. Entourez-vous de gens bienveillants, croyez en ce que vous faites, donnez du sens, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Soyez transparents. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, déjà pour vous. C'est Guy Soroche. Déjà pour vous, d'abord pour vous et après on verra le reste. Et voilà. Et regardez-vous, soyez votre meilleur ami. Voilà, j'ai envie de dire tout ça. Parce qu'on est souvent vachement sympa avec les autres et pas forcément sympa avec nous-mêmes. Donc soyez votre meilleur ami. Voilà. C'est toutes ces choses que j'ai envie de faire passer. Voilà. Levez la tête, regardez les oiseaux. L'autre jour, j'étais dans ma maison de vacances et il a enfin plu. Et j'avais des amis à la maison. Oh, je dis, il pleut. Il avait plu toute la nuit. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux déjeuner, Nelly? Je dis, attendez, je vais voir la nature. Il a plu, je veux voir comment elle est contente. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai dit ça sur le moment. Et c'est quand je suis revenue. Alors, ils m'ont dit, alors la nature va bien. Et là, je me suis dit, ils m'ont pris pour une allumée. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça partant. Et puis j'ai dit oui, parce que les oiseaux chantent. Donc, je pense que la nature est contente. Ça fait bien longtemps qu'on n'entendait pas les oiseaux chanter. Ils tout brûlaient autour de nous. Et je dis, je suis assez contente quand même. Oui, la nature va juste un peu mieux, mais juste un peu mieux. On va prendre là, ça, voilà. Donc, voilà, apprécier chaque instant. Bon, mon avant-dernière question, c'était des conseils que tu auras donnés à celles et ceux qui ont envie de se lancer ou d'entreprendre ou qui ont une petite voix qui leur parle. Mais je crois que tu viens d'en donner Écoutez-la. Et entourez-vous des gens qui vous disent que c'est le bon chemin. Il y aura toujours ceux qui vous disent la place est déjà prise, mais pas la vôtre. Elle n'est pas prise. Donc allez-y et allez au bout de vos rêves. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? L'envie de bien faire et de faire du mieux que je peux et de changer le monde. C'est beau, cette envie de changer le monde. Ah si, j'ai rajouté une dernière question. De quoi t'es le plus fier? De mes enfants. Bah ouais. Non, je voulais pas te faire pleurer encore, merde. Moi, je pleure. Alors, mais tu vois, ce qui est génial, genre, j'adore pleurer. Et souvent, on trouve que c'est génial de rire. Et moi, je trouve que c'est génial de pleurer. Moi, je pleure tout le temps. C'est dingue. Tu laisses tes émotions vivre. Bon, alors moi, les miennes, elles vivent chez moi, je te le dis. Elles sont libres, comme je le suis, je l'espère. Et donc, je suis fière. C'est de mon libre arbitre. Et de faire ce que j'ai envie de faire, malgré ce que les autres peuvent penser. C'est ça. Enfin, mais non, je fais ça parce que j'ai envie. Et mais non, ça, non, je vois pas. C'est pas parce que lui a dit que c'était bien que c'est bien. Je vois pas. Enfin, moi, je le vois pas bien. Et après, je suis très à l'aise avec ça et je le vis hyper bien. Et parce que je m'écoute. Enfin, voilà. Et je suis assez fière de ça. Avant, je ne me rendais pas compte. Mais je suis fière de ma résistance. Enfin, j'appelle ça de la résistance, mais parce que des fois, ce n'est pas comme les autres pensent. Donc, c'est une petite résistance, mais ce n'est pas possible pour moi de faire autrement. Donc, je suis contente de faire comme c'est bon pour moi de faire. En prenant soin des autres, je vais toujours bien évidemment. Dans la ligne. Voilà. Très bien. Voilà, la fierté. Nelly, merci beaucoup. Merci Théo d'être venu. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. C'était une très belle rencontre. Merci beaucoup, partagé, et merci pour ce beau moment. C'était beau. Voilà. Merci. À très bientôt. Belle continuation. Belle merci. Route. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Quel épisode! Une bulle de bienveillance et de partage qui fait beaucoup de bien. À son rythme, comme elle le dit, Nelly a créé une marque pérenne, respectueuse de l'environnement et de l'humain. Et ça fait encore plus de bien.
Merci à vous d'écouter le Pompon et de suivre cette aventure. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir tous les nouveaux épisodes, partager, liker, mettre 5 étoiles. C'est comme ça, vraiment comme ça, que le Pompon se fait connaître. C'est grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, prenez encore plus soin de vous que d'habitude. Et faites-vous plaisir. Allez, à très vite!